Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous voir aussi nombreux sur ma présentation. Moi, c'est Aristide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert analytics et TMS. On est dans la salle AT Internet, hein. Désolé, je suis plutôt spécialiste sur la stack Google. Je fais de plus en plus de dev avec beaucoup d'enthousiasme depuis 1 ou 2 ans, mais je suis pas très bon, mais enthousiaste. Je suis passé par pas mal de boîtes. Vous me connaissez sans doute pour Ouest France, où je suis resté pendant 4 ans. J'ai fait un petit peu de freelance. J'ai fait un passage éclair par Publicis. Coucou Hortense, coucou Steve, coucou Quentin, si vous êtes là. Et depuis quelques semaines, j'ai rejoint une agence petite mais sympa qui s'appelle Southwest, qui travaille pour un gros acteur du pet food. Et je ne peux pas en dire plus parce que j'ai signé des documents. Vous pouvez me trouver sur les internets, sur Twitter et sur mon blog où j'écris de façon extrêmement irrégulière. J'écris pendant les confinements, en fait, donc vivement le troisième. Mais voilà. Alors, remontons un petit peu le fil. J'ai fait beaucoup trop de Major Camp. Et il y a quelques années, c'était en 2016, je crois, on avait eu avec un ancien collègue, Fred, à qui je passe le bonjour, une idée alcoolisée. Et comme les idées alcoolisées, ça finit toujours par des choses assez rigolotes de dire on va faire une session au Major Camp sur comment arnaquer un peu les gens, filouter avec les outils d'analytics et tourner ça sous un angle un petit peu rigolo. C'était en 2016, ça a eu son petit succès. Je l'ai fait au Major Camp Paris, au Major Camp de Nantes, je l'ai fait au SEO Camp aussi. Et ça faisait un petit moment que je me disais que ce serait pas mal de faire une suite à cette conférence. Préambule. Euh, Avant de discuter exactement de ce dont on va parler, je suis consultant, je suis agence, je suis SS2I, je suis freelance, peu importe. Comment est-ce que je fais pour garder mes clients plus longtemps, aussi longtemps que possible? J'ai une bonne relation commerciale avec eux, je fais de la documentation de qualité, je respecte les bonnes pratiques des outils, je suis honnête, je suis transparent, j'ai évidemment une bonne relation avec les équipes tech. Vous avez vu le titre de la conférence, hein, on ne va pas parler de ça, vous vous en doutez. Donc non, 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 pas du tout, pas du tout, c'est pas la bonne technique. On est consultant, on n'est pas là pour être honnête. On va mettre un maximum de trucs sous le tapis. Relation commerciale, c'est très, très surfait. La documentation, on va en faire soit pas du tout, soit beaucoup trop et la rendre très complexe. Faire des spaghettis de documentation, on ne va pas faire de la documentation de qualité. Les bonnes pratiques, non, 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 non. Bonnes pratiques, ça ne me plaît pas. On va utiliser des méthodes, si possible propriétaires, si possible obscures. Si on peut faire les deux à la fois, c'est pas mal. On est de mauvaise foi avec le client. On est de mauvaise foi, on fait des petits fixes GTM sous le manteau. Et puis non, non, le tag marche. Évidemment que le tag marchait. Le tag a toujours marché. Et le client n'a surtout pas accès au GTM. Et évidemment, on n'est pas copain avec les devs. Il ne faudrait pas qu'ils découvrent trop ce qu'on fait. Donc voilà un petit peu les fondations. Bienvenue dans la saison 2 de Arnaque Crime et Analytics. Vous voyez que comme d'habitude, j'ai fait un gros effort sur la charte graphique. Et donc, je vais vous partager au cours de la petite demi-heure qui vient quelques petites astuces, quelques petits conseils pour vraiment créer un maximum de dette technique et le moins de transparence possible avec vos clients, de façon à ce que les concurrents ne viennent jamais sur le compte et ne viennent jamais vous faire concurrence. Deux disclaimers. Il est possible, bon, les gens qui me connaissent le savent, mais pour les autres, que ce deck contienne une petite pointe de cynisme. Ne le prenez pas trop au pied de la lettre. Je le dis une fois, je ne le redirai pas. Autre disclaimer, aucun container GTM n'a été blessé ou même maltraité durant l'élaboration de présentation. J'ai eu l'association de protection des containers GTM qui a validé la présentation. Ne vous inquiétez pas, personne n'a souffert durant cette présentation. Pas à cause de moi, en tout cas. Allez, première astuce, il y en aura une 15e. Vous savez que ceux qui ont travaillé avec moi savent que je suis un petit peu un maniaque sur le sujet. Soyez pas trop clair sur les noms de variables. Donc, par exemple, quand je suis dans Google Tag Manager ou dans Tag Commander ou dans un autre outil, quand je vais faire des noms de variables, on pourrait se dire c'est du JavaScript, je respecte les conventions, je mets du camel case, donc GTM en minuscule, deck avec un D majuscule. Pour faire une date, ça paraît logique. Ouais, moi je trouve ça un peu surfait de respecter les bonnes pratiques. Donc déjà, on peut commencer par utiliser les conventions d'autres langages, GTM-date.
comme en Python. Donc voilà, là, on jette un petit peu la confusion, mais en même temps, on montre qu'on maîtrise d'autres langages, puisqu'on utilise des conventions de Python. On peut mettre en majuscule. Les majuscules, c'est pas mal, parce que dans certains langages, ça permet de mettre des constantes, donc on jette encore un petit peu la confusion, on se dit, le gars, il a essayé de mettre une constante, mais on ne savait pas trop, donc c'est bien, on perd un peu en clarté, on est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut être très, très, très descriptif. Cette variable est sans doute une date. Hein, comme ça, c'est très explicite, c'est très clair. On peut mettre D juste, après tout, hein, une seule lettre, on sait ce que c'est. On la lit, la variable, c'est une date. Pas besoin d'être trop précis. Donc, on peut aussi faire ça. Et puis, allons plus loin. Hein. Voilà. Si c'est pour un client qui a des clients un petit peu jeunes, etc., c'est bien, c'est trendy. Je n'ai pas testé ce que ça faisait, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Même chose pour les variables côté GTM. Finalement, GTM, ce n'est que du JavaScript, comme dirait Simo. Donc, on peut avoir des noms de variables très descriptifs. Là, par exemple, on fait une expiration de cookie à 13 mois non glissant pour respecter les exigences de la CNIL. Donc, on peut mettre expiration cookie 13 mois non glissant. Ouais, moi, je ne suis pas fan. Je pense qu'on peut mettre cookie 13. Cookie 13, voilà, on sait qu'il y a vaguement une durée, qu'il y a vaguement un cookie, mais on va pas assez loin, donc je préfère cookie. Voilà, cookie, c'est un petit peu plus flou, ça peut regrouper pas mal d'autres choses. Une agence rentre là-dedans, elle va pas aller mettre trop son nez dans la variable. Donc cookie 13, cookie, puis i, pourquoi pas, i, n'importe quelle lettre, enfin voilà, vraiment, en plus c'est concis, et puis vous pouvez dire au client que vous optimisez plus le code parce que le nom de la variable est plus court, c'est faux bien évidemment, mais mettez i et utilisez différentes lettres pour différentes variables sans être trop explicite. Deuxième astuce, bien utiliser les valeurs de fallback dans Google Tag Manager. Donc, je suis dans Google Tag Manager, je vais prendre une variable. Ici, par exemple, c'est une variable qui vient d'un data layer sur WordPress. On peut définir des valeurs par défaut, et notamment si cette variable va venir alimenter une custom dimension de scope it, vous le savez autant que moi, c'est bien de systématiquement populer le it en mettant une valeur de fallback. Donc on peut mettre GTM not set. Ça remontera dans Google Analytics, on saura que la variable est not set du fait de Google Tag Manager et d'une logique de fallback, et ça permettra de faire des filtres et des segments. Ouais. Un peu trop explicite. Donc, plutôt que mettre ça, on peut mettre Node set. Comme ça, on aura le Node set de Google Analytics et le Node set via Google Tag Manager. Ça pourra un peu jeter la confusion, on ne pourra pas être trop précis sur les analyses. C'est pas mal, on est sur de l'escroquerie une étoile, mais on peut faire mieux. On peut mettre une string vide avec juste quelque chose de vide. Donc, ce sera vide, on ne sait pas trop comment GTM l'évaluera, si il évaluera ça en nul, en undefined. Selon les cas, ça peut se comporter différemment. Selon ce qui est mis déjà dans le data layer, c'est pas mal, mais on peut faire encore mieux. On peut utiliser une variable de fallback qui va elle-même reprendre son fallback. Ça, c'est pas mal. Ça peut créer pas mal de bordel et c'est assez intéressant. On est sur du 3 étoiles. Mais on peut faire encore mieux. Voilà, hein, juste des espaces. Hein. Vous voyez, là, j'ai le petit truc bleu. On voit, on a mis juste des espaces. Donc là, c'est pas mal. Là, vraiment, dans GA ou dans Internet, on sait que ce sera très compliqué à filtrer. On ne sait pas exactement comment ce sera traité. D'un outil à l'autre, ça va varier. Donc là, logiquement, on est vraiment sur de l'escroquerie de haut niveau, de l'escroquerie 4 étoiles, de l'escroquerie très, très professionnelle. Un petit point rapide sur les tags que vous n'utilisez plus. Ne supprimez pas les tags, gardez un maximum de tags. Comme ça, le client va rentrer dans le container GTM. Il verra qu'il y aura un maximum de tags. Ça donnera l'impression que vous travaillez beaucoup. Ne les supprimez pas. De toute façon, c'est bien connu. Dans Google Tag Manager, on ne peut jamais revenir en arrière. Donc, gardez un maximum de tags. Mettez-les en pause. Alternative, gardez les tags, mais supprimez tous les triggers. Hein, voilà. Comme ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tags. Ça alourdit le container. On a l'impression que vous faites du travail compliqué. Bien évidemment, c'est aussi valable pour les triggers. Les triggers qui ne sont plus utilisés, gardez-les au cas où, on ne sait jamais. Et utilisez également beaucoup de variables que vous n'allez pas mettre dans vos tags ou vos triggers. Gardez des containers, j'y reviendrai après, aussi lourds que possible. Ça donne l'impression que vous travaillez énormément et que les containers sont très complexes.
et ça découragera une agence concurrente de venir sur le container. Petit point data layer, mettez aussi un maximum de variables dans le data layer. Alors là, j'ai pris le data layer, c'est un data layer Tagco en l'occurrence, mais ça marche avec n'importe quel outil de tag management. Mettez un maximum de variables. Ici, on a 125 variables. 125, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Moi, je pense qu'à partir de 150, là, vous êtes vraiment des professionnels, vous êtes vraiment sérieux. Et puis surtout, pensez à mettre toutes les variables sur toutes les pages. Ah ouais, voilà. Comme ça, les concurrents vont pouvoir venir sur le site, voir tout ce que vous remontez sur le data layer, y compris sur une page de validation, et le voir sur votre homepage. C'est important pour la confidentialité des données, déverser un maximum d'infos. Moi, je dis 100, c'est le minimum. À partir de 150, 160, on commence à être dans du data layer de qualité. Et puis, évidemment, faire payer ça à l'utilisateur, c'est complètement neutre. Donc, mettez un maximum de variables. Alors, très important, une pratique que trop peu d'agences respectent, marquer le territoire, brander tout ce que vous faites. Là, par exemple, vous voyez que je suis sur l'admin de l'UA de mon blog, qui s'appelle aristide-rio.fr. Vous êtes une agence, préfixez les UA. Préfixez les UA par le nom de votre agence. Marquez le territoire. Faites-le sur les comptes, faites-le sur les web properties, faites-le sur les vues, mettez-le partout. Mettez-le sur les variables. Donc là, on commence à combiner les astuces. J'ai une variable qui s'appelle i, mais que je préfixe par le nom de mon agence. Donc comme ça, on sait que c'est chez moi. Les gens ne vont pas y toucher ailleurs. Mettez-les sur les filtres, bien évidemment. Les filtres vous appartiennent, c'est bien connu, ça n'appartient pas au client. Donc préfixez également les filtres dans Google Analytics par le nom de votre agence. Marquez le territoire, brandez tout ce que vous faites, c'est bien connu, ça paye. Brandez surtout les tags que vous volez ailleurs et qui sont présents nativement dans Google Analytics. Les plugins Lunametrics qui maintenant sont pris en charge. Non. Prenez la vieille version et brandez-le, volez-le, brandez-le. C'est important. On a vraiment l'impression que vous avez fait de la R&D comme ça. Allez plus loin, supprimez Lunametrics, mais gardez vraiment le préfixe de votre agence. Alors, vous savez, ceux qui travaillent avec moi savent que j'ai souvent des discussions un peu techniques sur l'architecture Google Analytics et notamment l'architecture Google Tag Manager. Donc, quand on met une architecture Google Tag Manager, on peut commencer à se poser des questions sur le nombre d'environnements techniques qu'il y a chez le client, combien de code base, combien de repos GitHub, quels sont les technos, à quel rythme le déploiement est fait, comment on accède au staging, qui a des plateformes de staging et comment elles sont configurées, est-ce qu'elles sont ISO-prod, quel est le niveau de consolidation qui sera fait côté GA, côté AT Internet, côté Adobe, Data Studio, etc. Non. Là, vous êtes à deux doigts de faire du travail factorisé et réutilisable. Ne faites pas ça. Mettez des règles complètement arbitraires et complètement aléatoires en disant que c'était pareil chez un autre client. Par exemple, un container par top-level domaine. Arbitrairement. Le client a 15 sites, 15 top-level domaines qui sont sur la même techno, mettez 15 containers. Mettez une règle très arbitraire. Un container pour la prod, un container pour la pré-prod, un container pour le staging. Il n'y a pas de staging, demandez aux devs de vous créer une staging pour vous. Ça les fera plus travailler, ça vous fera plus travailler. Et recopier à la mano les modifications d'un container à l'autre. N'utilisez surtout pas l'API. Ce serait dommage de faire du boulot automatisé. Faites les modifications à la mano. Un container pour les week-ends, parce que pourquoi pas, et un container par étage de l'agence. N'oubliez pas, plus on a de containers, plus on fait de déploiement, plus on gagne d'argent. Déployer avec charisme et sérieux. Utilisez un maximum dans Google Tag Manager le default workspace. N'allez pas utiliser des petits workspaces nommés de façon très explicite. Non, faites un maximum de trucs sur le default workspace et déployez toujours au même moment. Même si vous n'avez rien, déployez tous les jeudis à 14 h. Voilà, vous facturez les déploiements évidemment, mais faites-le de façon très arbitraire et surtout ne documentez pas vos déploiements. Ne mettez pas de notes de versionning, mettez des noms de version pas clairs. Il ne faudrait pas qu'on puisse aller comprendre ce que vous avez fait dans les déploiements. Et déployez à heure fixe, même si vous n'avez rien fait, c'est important. Vous êtes là, vous mettez le pied dans la porte. Sur les métriques et les dimensions, marquez le territoire également.
Utiliser les calculated metrics de Google Analytics en réinventant des métriques qui existent de base. Improve bounce rate, c'est le nombre de rebonds sur le nombre de sessions multiplié par 2, divisé par 2. Ça ressemble à du bounce rate, mais ce n'est pas du bounce rate, c'est du improve bounce rate. Et c'est votre métrique. Le client a perdu les visites, il avait l'habitude des visites dans AT Internet ou dans Google Analytics. Réinventez les visites, prenez les sessions. C'est les visites, voilà, vous avez bossé, c'est une calculated métrique. Évidemment, on combine les astuces. Pensez également à brander vos métriques, éventuellement déposer des brevets dessus. N'ayez pas peur, ça paye. Utilisez aussi des métriques obscures de différents outils. Les instances d'Adobe Analytics, utilisez le taux d'hésitation de Content Square, le score de visite d'AT Internet, les entrances de Google Analytics et mélangez ces métriques, mélangez-les et inventez des choses comme l'engagement hit rate en allant combiner le taux d'hésitation et les instances. Allez comparer les entrances de GA et le score de visite d'AT Internet pour faire l'enhanced quality session scoring. Il n'y a aucune chance que le client comprenne de quoi il est question. Ne documentez pas trop ce travail-là. Personne n'ira prendre votre boulot, personne ne sera capable de reproduire vos analyses et ne soyez pas trop clair sur ce que vous faites. Mettez dans les custom dimensions de Google Analytics des choses qui existent déjà. L'URL, le type de device, mobile, tablette, desktop. Mettez-le là, parce que pourquoi pas. La largeur d'écran. Et comme ça, vous allez très vite arriver aux 20 custom dimensions et le client dira bah ouais, je suis à la limite, vendez du GA 360, prenez votre marge et devenez reseller Google Analytics. Voilà, ça justifiera vraiment votre statut de reseller et le client sera à jamais loqué chez vous. Alors, petit point, celui-là il me tient beaucoup à cœur sur les specs et sur les relations avec les développeurs. Première astuce, ne faites pas de repo GitHub, ne faites pas de wiki, ne faites pas de Confluence pour vos specs. Envoyez tout par mail uniquement. Et pas de Gmail, hein, pas de Office 365. Je ne veux pas voir ça. Vous utilisez des bons gros clients mail en dur. Office avant 2010, c'est pas mal. Après, c'est encore un petit peu moderne. Là, c'est pas mal. C'est vraiment pas lisible. Et si le dev a le malheur de copier-coller le code, il y a des chances que ça crée des caractères parasites et du coup, ce sera sa faute. Bonjour Michel, merci d'insérer ce code JavaScript à chaque étape du panier. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Bon, on dit un peu ce qu'on peut faire au dev, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Ça, c'est encore un mail qui demande un petit peu de travail, donc on peut faire mieux. Bonjour Michel, merci d'insérer ces scripts, ces specs sur le site e-commerce avec la doc vers Google Tag Manager. Point important, n'allez pas expliquer au dev ce que vous allez faire dans Google Tag Manager. Ne lui donnez pas accès au container. Il faut qu'il ait l'impression que vous faites beaucoup de travail, alors que ce sera juste un container qui ira écouter ce qui passera dans le data layer. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a derrière le code et ce qu'il y a comme techno. Évidemment, écrivez vos specs écran par écran. Faites un onglet par écran avec à chaque fois le data layer. Faites-le faire à un stagiaire, voire à un sous-traitant, évidemment. Si le dev vous rétorque que c'est une app React, qu'en fait, le concept de page, ça n'existe pas vraiment, que React, c'est des composants, des routes, des états, qu'il y a des reducers, des choses comme ça. Non. On ne fait pas ça. Avant, le site, il était sur WordPress. Le client veut de la data pareil, donc demandez au dev de faire comme si c'était un WordPress. D'ailleurs, pourquoi ils sont passés sur React, WordPress, ça marchait très bien. Voilà, ne rentrez pas dans le jeu des devs. Alternative, envoyer un plan de marquage en disant « fais tout comme avant ». Ça marche relativement bien. Quand vous poussez des choses dans le data layer, faites en sorte de travailler un minimum côté GTM. Il faut que les specs côté data layer contiennent au maximum ce qui sera fait dans l'outil derrière. Il ne faudrait pas que vous ayez du travail à cause de ça. Donc, on met du GA event, on met du GA event catégorie, event action, event label. On fait juste du passe-plat dans GTM. On ne crée pas de valeur. On a Content Square à mettre. Nouvelle spec, Content Square Page View, CS Event Type, CSVAR, CSVAR, CSVAR. Dès qu'on a une modif à faire, on refait un dev, on refait une mise en prod. Hop, et là, on fait quoi? On passe sur Google Analytics V4, le petit fichier Excel de 700 mégas, et là, voilà, on crée une vraie amitié et une vraie relation avec ses développeurs.
Voilà, vraiment ne pas chercher à comprendre la techno, ne pas chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. On fait en sorte que les développeurs fassent un maximum d'erreurs, comme ça ce sera leur faute et on passera plus de temps à faire de la recette, donc de la tâche à faible valeur ajoutée, mais qu'on va facturer. Sur les containers GTM, pour ceux qui ne le savent pas, on le voit de temps en temps, il y a des tailles limites. Je ne la connais pas de tête, mais quand on commence à avoir des containers qui ont beaucoup de tags, beaucoup de triggers, on a une taille limite. Utilisez-la au maximum. C'est comme votre Google Drive. Vous payez, vous avez les 15 gigas gratuits sur Google Drive, vous les utilisez autant que possible. Bah, c'est pareil. Utilisez au maximum. On me dit 300 KO sur le chat, merci. Et bah, allez à 297, 298 KO. Allez jusqu'au bout de vos containers GTM. Qui plus est, si vous payez un payer, utiliser. Quand on va au resto, on finit son assiette. Dans GTM, on fait pareil. On va au bout des containers, on les remplit à fond. On ne fait pas de refacto, on ne fait pas de nettoyage. Point très important, la gestion des comptes Google et des droits d'accès aux vues. Il y a une approche qui est pas mal, qui consiste à avoir un compte générique pour toute l'agence où on peut mettre le nom du directeur de l'agence. Comme ça fait un petit peu peur aux gens qui donnent les accès. Mais on peut faire mieux. Voilà, il y a un compte qui est explicitement générique, everyone, comme ça c'est clair. Mais c'est encore un petit peu chiant parce qu'il faut changer le mot de passe de temps en temps, le partager. Donc moi, j'ai une approche qui est encore mieux, encore plus clean. On met directement le mot de passe dans l'adresse, dans le compte Gmail générique. Comme ça, on n'a pas besoin de partager trop. C'est plus clair. Et voilà, comme ça, tout le monde a accès à tous les comptes de l'agence. C'est beaucoup plus clean et c'est beaucoup plus simple. Ça ne pose aucun problème en termes de sécurité. Quelques petites astuces, j'ai quasiment fini, qui sont plus sur des sujets d'analyse. Vous allez faire une analyse pour le client sur son panier en 15 étapes et vous allez analyser le taux de passage de l'étape 14 à l'étape 15, celle où il doit donner son groupe sanguin. Et là, le client va vous demander un benchmark. Est-ce que je suis mieux que mon concurrent? Donnez toujours le benchmark, donnez toujours des benchmarks. N'expliquez pas que les benchmarks, c'est surfait. Donc, donnez toujours un benchmark et donnez toujours une métrique moins bonne chez le concurrent. Mettez en avant que la source, c'est quelqu'un que vous connaissez chez le concurrent. Comme ça montre que vous avez du réseau, ça montre que vous avez une expertise et surtout, ça montre que votre analyse ne sera jamais reproductible par une agence concurrente, par exemple. Là, vous faites x2 en termes d'honoraires. Ayez toujours des débats constructifs pour alimenter les worklists avec les clients. On se souvient, le temps, c'est de l'argent. Donc, faites toujours un comparatif entre les clics médias et les sessions Google Analytics. C'est des discussions qu'on n'a jamais eues avec le client, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc, faites toujours un comparatif entre les clics et les sessions et donnez toujours des explications un petit peu fumeuses. Que c'est votre équipe de data science qui a travaillé sur des algorithmes complexes, ce qui a permis de mettre en avant que c'était à la fois des raisons liées au RGPD et au JavaScript. Vous avez un argument juridique, un argument technique. Là, vous passez vraiment pour des professionnels. Mettez ça en avant dans les worklists, dans les points mensuels avec le client. Vous passerez vraiment pour une bonne agence sérieuse et vous mettrez en avant vos compétences techniques. Vous vendrez peut-être un ou deux data scientists au passage. Il n'y a pas de petits profits, les amis. Dernière astuce, je pense que c'est la seule slide vaguement intelligente de cette présentation, puisque ce n'est pas moi qui l'ai faite. Vous connaissez peut-être le paradoxe de Simpson, qui est un cas de stats très connu, qu'on peut utiliser à son avantage pour aller escroquer ses clients. Donc, par exemple, vous faites une analyse du taux de conversion de 2 campagnes de retargeting et vous avez une régie de retargeting de copains, des gens que vous avez poussés, vous prenez des coms sur cette agence. Donc là, vous voyez que sur la première semaine, vous avez 60 achats sur 100 sessions et la deuxième semaine, un achat sur 10 sessions. En face, vous avez une régie de retargeting d'une agence concurrente qui fait 9 sur 10 la première semaine et 30 sur 100 la deuxième semaine. Là, on se rend bien compte que notre régie de retargeting des copains, elle fonctionne pas très bien. Sur les 2 semaines, on est en dessous de la régie de retargeting d'une agence concurrente. Pourtant, et grâce à ce fameux paradoxe de Simpson, vous voyez que si on fait le total, du fait des écarts en volume entre les 2 semaines,
la régie de retargeting des copains au global performe mieux que la régie de retargeting d'une agence concurrente. N'utilisez ça que quand ça vous arrange, évidemment, et que quand vous pouvez pousser des régies de retargeting de vos amis et sur lesquels vous avez un intérêt. Voilà, on peut faire de la stat, ça paraît être une discipline sérieuse, on peut faire de la stat pour escroquer ses clients avec élégance. Je remercie Fred qui m'a aidé pour cette slide-là et qui m'a donné l'idée. Hein. Comme je vous disais, c'est la seule slide un petit peu technique, un petit peu sérieuse, donc elle ne vient pas de moi forcément. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je pense qu'on a de toute façon pas trop le temps, mais on a 1 heure de pause déj, donc on va se prendre un petit café et je serai disponible à une table quelque part. Donc n'hésitez pas à venir discuter pendant la pause. 3 minutes si jamais il y a des questions. 3 minutes. Et on va rester sur ces photos de Queen Yaman qui nous font prendre 300 calories juste en les regardant. Exactement. Et donc, allez-y. Vas-tu partager ta presse je vais peut-être aller en prison si je fais ça, Eric. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Oui, et Malik partage la vidéo car la presse sans la vidéo est moins bien. Je suis d'accord. De toute façon, Justine, là, ça a été enregistré. Oui, elle est enregistrée. Ce sera sur mon casier judiciaire, c'est parfait. Pas d'autres questions. Alors, Eric dit taille, mais c'est plus compliqué que ça. CF Post de Brian Kuhn, lead dev Google. Ouais, très honnêtement, je la connais pas, la limite où il y a une histoire de taille, mais ça dépend aussi de combien de variables appellent combien de variables en cascade, etc. Je connais pas précisément la limite. Je sais juste que quand on commence à arriver dans ces genres de proportions au-dessus de 90%, en général, il y a des petites choses sous le tapis et il faut regarder ce qui se passe. Malik, on se retrouve au stand Galette Saucisse. Et bah oui, avec plaisir. Galette Saucisse Queen Yaman, quand vous voulez. Je remonte un petit peu le chat. Quelqu'un a le site de FDP Consulting, c'est en construction. C'est en construction, évidemment, on ne le fait pas nous-mêmes, hein, on le fait faire. Ça. Alors oui, je dis par ailleurs que je suis consultant et je travaille dans une agence à côté. Bien évidemment, c'est pas inspiré du travail que je fais en agence, évidemment que ces choses-là, on ne les fait pas. Nicolas dit que je suis convaincant en racontant n'importe quoi. Mais écoute, c'est un métier, hein, ça fait beaucoup trop longtemps que je fais ce boulot-là. Donc, Enhance Metric Cross-Platform, Malik, je prends l'idée. Enhance Metric Cross-Platform, évidemment, je ne te créditerai pas, hein, parce qu'il faut voler les idées sans créditer les autres personnes. Donc, je prends. Steve qui dit ça sert à quoi les workspaces? Effectivement, les workspaces, c'est très surfait. Hein. On travaille, on fait des gros paquets de commits sur GTM et on release tout en une seule fois. il y a un commentaire, mais que j'ai pas le droit de lire. Merci Vincent. Les tags sont de la propriété intellectuelle, Pierre. Oui, tout à fait, évidemment. Et je pense qu'en mettant un juriste un peu malin sur le sujet, ça doit pouvoir se prouver juridiquement. Nicolas, la galette saucisse pour éponger l'alcool. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, ça peut être l'inverse. L'alcool peut éponger la galette saucisse. Il y a 2 écoles. Je pense qu'on peut en discuter à la pause. Effectivement, Nicolas, c'est... Et il a dû boire trop de chouchen depuis qu'il est rentré en Bretagne. Oui, effectivement, hein, c'est le confinement, il faut s'occuper. Voilà, je pense qu'on est bon. De toute façon, pour ceux qui veulent en discuter, je me pose à une table sur l'événement global, donc n'hésitez pas à rejoindre. On va se prendre un petit café et puis on discute de ça tous ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Aristide. Merci à tous, à bientôt.